Donc, bienvenue à tous au premier webinaire, je vous dirais, informatif. C'est un webinaire qui contient plus du contenu que du contenu promotionnel, si vous aimez mieux. Premier webinaire en confinement, parce qu'on a fait ce webinaire-là plusieurs fois depuis la dernière année. On est déjà rendu à l'appel à projet du lot numéro 4. Ça fait déjà 1 an que le programme roule. Bienvenue à cette séance d'information pour savoir un peu plus go, no go, je me lance-tu dans une demande de subvention au programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Cette séance va être animée par moi-même, Amélie Dansereau, gestionnaire du programme, par mon collègue Nicolas Ménien, qui est coordonnateur du programme avec moi depuis le début du déploiement, et par aussi Marc Baclini, qui est responsable du développement des affaires au niveau du programme. Donc, voici un peu, on va aller avec l'agenda. Nicolas? On va vous présenter un petit peu Prompt, dans le fond, Prompt et qui ils sont. Le programme d'innovation en cybersécurité du Québec est un programme parmi tant d'autres offert par l'organisme. On va vous présenter en bref le programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Tous les acteurs autour qui se mobilisent et qui en font un programme qui atteint ses objectifs et son impact à propulser et à démarrer l'écosystème en cybersécurité au Québec. On va vous présenter une partie de la grille d'évaluation, incluant les critères très larges qui doivent être rencontrés. Nous autres, on s'amuse à dire que c'est les ingrédients de la recette à gâteau pour faire lever notre pain, si on veut utiliser une petite recette à la mode en confinement. Qu'est-ce que ça prend dans le fond pour idéalement pour passer le processus d'évaluation, le processus de traitement des demandes. Et puis, on vous a réservé une séance de questions-réponses, mais évidemment, on va prioriser vos questions. Je pense que on veut garder ce webinaire-là comme un processus. N'hésitez pas à nous arrêter, dans le fond. Marc, si pendant qu'on parle ou quoi que ce soit, tu vois qu'il y a des questions, moi et Nicolas, ben n'hésite pas à les poser en même temps. On est là, c'est informationnel, c'est un petit groupe, donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant la rencontre au fur et à mesure. Samuel vient d'arriver. Parfait, merci. Fait que, Marc, à toi la parole. Qui est Prompt? Donc, parfait. Donc, premièrement, je me présente, je suis directeur de développement des affaires, comme Amélie m'a présenté tantôt. Et puis, Prompt, c'est une grosse organisation, mais si on regarde, donc, on va commencer par la situer à travers les regroupements sectoriels et les recherches industrielles. Il y en a 9 en tout. Et Prompt est vraiment au milieu et s'occupe de tout ce qui est TIC. Tout ce qui est technologie et information et communication, finalement. Donc, c'est un secteur stratégique de l'économie québécoise et contribuera à travers vos projets, d'ailleurs, en cybersécurité, d'innovation en cybersécurité, à sa relance. Et pour aller un peu plus en détail sur nous, d'ailleurs, Prom, c'est d'abord et avant tout, nous avons 2 grandes catégories de programmes, des programmes de financement en recherche et développement collaboratif, des projets qui financent directement les chercheurs en cofinancement avec les entreprises, des projets qui financent directement les entreprises qui collaborent avec d'autres entreprises et chercheurs. Donc, on est au-delà de tout ce qui est l'innovation, on fait du maillage aussi, et on fait, comme je viens de le décrire, du financement, évidemment. Notre programme principal est le PSO, qui finance les chercheurs en collaboration avec les entreprises et qui est permanent, donc c'est-à-dire qui n'a pas de limite de temps. C'est le seul programme que nous avons qui continue, qui n'a pas de limite de temps. Nous avons également plusieurs programmes qui fonctionnent par appel à projet avec des dates et des budgets limités. Par exemple, ici, on a notre programme PIC, évidemment, qui en cybersécurité, notre programme Encore en 5G et notre programme IA. Voilà.
Au niveau des avantages pour les parties prenantes du programme PIC, pour l'industrie, bien évidemment, c'est tout ce qui est pertinence accrue à la recherche, accès aux forces, à la découverte et au développement technologique, maximiser l'usage de nos infrastructures, talents et ressources en recherche. Ça, c'est pour l'industrie. Et pour les chercheurs, nos financements, nouveaux financements, nouveaux chantiers d'intérêt, permettre la formation d'étudiants gradués, leur créer de nouveaux débouchés. Pour l'écosystème, vitalité par l'innovation et la recherche, participation des chercheurs au sein des communautés, des TIC, alignement de la recherche et de l'innovation collaborative au cœur des chantiers du secteur. Voilà. Donc, c'est une slide qui vous donne un peu une belle image de Prompt, ces différents secteurs d'activité. Et là, je passe la parole à Amélie et Nicolas. Merci, Marc. Nicolas, je te laisse présenter en bref notre super programme d'innovation en cybersécurité déployé depuis maintenant déjà 1 an. Le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, c'est 68 millions de dollars de valeur de projet. En fait, c'est une convention entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Prompt qui a été signée pour subventionner les entreprises. C'est une subvention qui prend la forme de remboursement de dépenses admissibles directement aux entreprises. En fait, quand vous avez un projet d'innovation, puis là on prend la perspective plus, on a 50% au minimum du financement de l'entreprise qu'il faut retenir. Puis on a 25% et on a aussi, et ça c'est une autre possibilité pour l'entreprise, d'aller chercher un autre 25% d'un autre organisme, par exemple Investissement Québec ou le programme Paris. En fait, quand on reprend au niveau global, on finance donc 68 millions de dollars de valeur de projet. Et donc la subvention du MEI, c'est ces fameux 25%, donc c'est 17 millions de dollars qui est dédié à justement stimuler les innovations en cybersécurité du Québec. En fait, et c'est une chose importante à noter, c'est que les crédits d'impôt sont en plus de ce programme-là. C'est-à-dire que nous, on n'en tient pas compte dans nos ratios des montages financiers, comme je le mentionnais tantôt, les fameux 25%, et un autre 25% que vous pouvez aller chercher ailleurs dans une autre source de subvention gouvernementale. Donc, vous pouvez en tenir compte dans vos montages financiers à l'interne, et ça, c'est que du plus pour vous dans vos montages financiers de votre projet. En fait, ce programme-là, qui nous vient du gouvernement, vient avec beaucoup de KPI à respecter. Donc, en fait, quand on parle de 68 millions de dollars de projets, ça passe par le financement de 50 projets. Et là, le cœur du programme, c'est vraiment le financement d'innovation. Donc, on veut voir dans les projets, évidemment, des dépenses qui sont éligibles au crédit d'impôt en recherche et développement. À date, c'est un KPI qu'on a beaucoup atteint. On voit que les projets qui sont financés jusqu'à présent sont très, très axés sur la recherche. Donc, c'est un KPI qu'on a largement passé à date. On se rend compte aussi que il y a beaucoup de projets qui proposent au minimum 2 innovations en termes de produits, de solutions, de procédés. Donc, c'est vraiment une innovation qui est nouvelle et qui apporte une nouvelle solution, une nouvelle manière de faire sur le marché. Et ça, un point très important, c'est la collaboration. C'est vraiment le nerf de la guerre du programme, c'est-à-dire qu'on veut favoriser la collaboration entre 2 entreprises ensemble ou une entreprise avec le milieu académique. En termes global, le ministère de l'Économie et de l'Innovation nous donne comme KPI de stimuler 35 collaborations de ce type-là. En fait, on peut voir de cette manière-là. Le programme favorise la commercialisation d'innovation de manière collaborative. Il y a plusieurs manières d'arrimer ce genre de collaboration. Ça peut être une partie du sous-projet qui est faite avec une autre entreprise ou avec l'académie. Mais bref, on essaye de voir à ce que le programme multiplie les retombées économiques de cette subvention qui est proposée aux entreprises. Enfin, le programme prévoit la création d'un bassin de main-d'œuvre qualifié, donc 400 emplois qui sont créés ou maintenus durant la durée des projets dans l'industrie.
Et puis, c'est un programme qui s'étale sur 3 ans, donc jusqu'en mars 2022. C'est-à-dire que concrètement pour vous, si vous passez au travers le processus du lot 4, il vous resterait plus d'1 an et demi pour justement respecter cette date limite du 18 mars 2020. Pour prendre un point de vue un peu plus global au niveau du PIC, du programme d'innovation cybersécurité du Québec, c'est vraiment une initiative qui part de la création de la grappe en cybersécurité, donc INSECEM, au printemps 2017, avec l'objectif d'aligner tous les acteurs de l'écosystème dans cette grappe et de lancer plusieurs initiatives. 1 an plus tard, on a eu la création du PSM en cybersécurité en été 2018, pour justement, dans cet esprit-là, d'arrimer, de voir quels sont les objectifs et qu'est-ce qui pouvait être fait dans l'industrie. On a eu un concours qui a été lancé avec plusieurs partenaires, plusieurs entreprises qui ont levé la main et qui ont exprimé leur désir de faire partie d'une initiative du gouvernement pour justement à ce que cette initiative de subvention soit mise en place. Donc, on a eu cette convention qui a été signée en mars 2019 entre Prompt et le MEI dans cet esprit. D'un point de vue global, au Québec, il y a 3 PSM, donc projet stratégique, programme stratégique mobilisateur. Donc, il y en a un en cybersécurité, il y en a un en aérospatial et il y en a un en numérique. Maintenant, depuis le lancement du PIC par le Premier ministre François Legault, donc en été le 7 juin 2019, on a eu 4 lots d'appel à projet. Le lot 1 était réservé aux signataires, aux fameuses entreprises qui ont levé la main quand il y avait ce concours. Et puis, à partir du lot 2, on était ouvert à toutes les entreprises. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on s'était beaucoup concentré sur les entreprises en cybersécurité, puis le programme s'est un peu plus élargi et il a attiré des entreprises qui ont justement étendu leur modèle d'affaires pour cadrer avec des innovations en cybersécurité. Et puis, ce qui est important aussi de noter dans ce graphique, c'est on voit une progression des lots d'appel à projet. Puis, à l'heure actuelle, on est au lot 4 et on se rend compte que si on continue sur cette lancée, on pense qu'avec 6 projets au lot 1 et on passe au lot 3 avec 15 projets, il se peut que le lot 4 soit celui qui clôture, dépendamment des résultats qui sont atteints, le PSM cybersécurité. Et puis là, de plus en plus, on atteint une phase d'opéralisation du programme, c'est-à-dire que là, on est vraiment en mode rembourser les dépenses admissibles aux entreprises, on fait le suivi des projets, etc. Donc, on sera moins en mode appel à projet, on sera vraiment en mode gestion de projet, et ça commence dès maintenant. Et puis, ce qui est important aussi de noter, c'est que le programme s'adresse aux entreprises privées. Et il y a une petite exception, c'est la ville de Gatineau, qui, dans le cadre d'innovation dans le secteur municipal, fait partie du programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Maintenant, aussi, il y a un tour global des entreprises qui sont présentes, qui sont partenaires du programme. Alors, détection de menaces et brèches de sécurité. Ensuite, on a Zero Spam, qui fait la détection précoce des campagnes de courriel malveillant. Ensuite, Infidem, dans le domaine de l'identité numérique. Et Lucidia, 2 projets, avec le premier comme étant celui d'une plateforme de détection d'informations sensibles, et le deuxième, un orchestrateur des accès et de la sécurité pour les PME. Ensuite, on a Terra Nova, la customisation de campagnes de sensibilisation aux employés. Ensuite, PM SCADA, avec une plateforme de cyberdéfense autogérée. Becke Carol, avec une plateforme d'autosystème de confiance. Vumetric, une plateforme de test d'intrusion. BNC et Flare System en collaboration dans la détection et réponse aux cybermenaces. Et pour finir, on a Element AI dans la gouvernance des identités numériques assistées par l'intelligence artificielle. Maintenant, en ce qui vous concerne, pour le lot numéro 4, on estime, avec les chiffres qu'on a atteints à date, qu'il reste encore 5 millions de subventions pour 23 projets. Ça veut dire que si on respecte nos fameux ratios de 25% qui peuvent être financés au travers le PIC, qu'on peut
allez chercher par projet une subvention de 200 000 $ pour financer vos projets d'innovation. Et c'est sur quoi on va se concentrer pour notre lot d'appel à projet numéro 4. Et je redonne la parole à Amélie qui va nous parler de Fortica. Oui, on arrive à un moment important du webinaire. On a la chance d'avoir sur la ligne avec nous Samuel Bonneau, qui est CEO de l'entreprise en cybersécurité Fortica. Allô Samuel, est-ce que tu es bien sur la ligne? Oui, est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, oui, très bien. Oui. Bon, parfait. Est-ce que dans le fond, on vient de... Samuel a déposé avec son entreprise 2 projets au lot numéro 3. Donc, c'est assez récent, fin de l'hiver, début du printemps. Et puis, ben, il a accepté de témoigner aujourd'hui pendant le webinaire sur son expérience d'application dans le programme. Ces 2 projets actuellement viennent d'être recommandés par le comité d'évaluation au CA de Prompt, qui lui est en processus, dans le fond, d'approuver officiellement au niveau administratif les projets. Donc, on peut dire que c'est tout chaud. Là. Ils viennent de passer à travers le processus là, au complet. Puis là, après ça, ben, il va tomber dans sa réalisation de projet. Puis, dans le fond, à travers son processus d'application, il a eu la chance quand même d'être accompagné. On a eu la chance de l'accompagner et il a eu la chance aussi d'être accompagné d'un de nos collaborateurs quand même très important dans le programme qui est INSECAM. Je te laisse la parole, Samuel, pour te présenter d'abord. Oui, absolument. Donc, bien évidemment, je suis le président de la compagnie Fortica. Nous sommes des experts en cybersécurité du cloud. Puis, histoire courte, là, nous offrons beaucoup de services pour des entreprises qui font des migrations dans le cloud. Alors, on fait différentes plateformes. Et on avait développé dans les dernières années une plateforme à l'étape plus prototype. Puis, justement, on cherchait des leviers pour accélérer le développement, la croissance. Puis c'est beaucoup d'investissements qu'on avait besoin pour aller plus loin, aller du moins jusqu'où on voulait aller, nous donner des ambitions. Les moyens de nos ambitions, alors c'est là que Prompt est arrivé avec, je dirais presque par magie, là, puis je vais vous témoigner un petit peu de par où on est passé. Oui, fait que dans le fond, tu avais entendu parler de nous exactement comment puis où. Oui, bien, étrangement, c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas beaucoup entendu parler du programme avant l'automne dernier. Justement, comme je dis, on cherchait des formes de financement. On avait besoin quand même de bons financements, donc les fonds traditionnels étaient moins accessibles, moins disponibles pour nous. Puis, tout à coup, on est invité par INSECAM à donner une conférence au niveau d'une conférence à Montréal sur la résilience en cybersécurité du domaine financier. Puis, Prompt est là et il y a des représentants sur place. Prompt a présenté le programme. Tout à coup, ça a été une révélation. On dit, pourquoi on n'a pas été mis au courant de ce genre de programme-là? C'était, je ne sais pas pourquoi, mais on ne l'avait pas vu, ce programme-là. Et ça a été une révélation, là, je dirais, là, de la prise de connaissance du programme jusqu'aux représentants. Donc, on a été bien accueillis dès le départ. Et par la suite, on a assisté à un webinaire. Donc, sur le coup, évidemment, on a été charmés. Bon, on verra bien là, est-ce que c'est vraiment un beau programme. Puis, on a assisté à un webinaire en décembre dernier où est-ce qu'il y avait un témoignage similaire à celui que je fais présentement, qui avait été fait par David de Zero Spam, qui expliquait justement à quel point c'était un beau programme, c'est un bel accompagnement, puis que c'était accessible. Alors là, on s'est mis à y croire davantage. Puis, j'espère que je vais être capable aujourd'hui de vous convaincre autant que j'ai été convaincu parce que c'est un petit kick là, qui nous avait convaincus. La grande raison, c'est que je ne sais pas si vous avez fait des démarches dans le passé ou actuellement, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on remplit le formulaire, on ne sait pas trop à qui on l'envoie, comment ça va être perçu. Donc, beaucoup de programmes de ce type-là, du côté gouvernemental. Et puis, dans le cas de ce programme-ci,
un accompagnement du début à la fin, vraiment, là, étape par étape, pour être certain qu'on le remplit bien. Même que, justement, à certains points, c'est-à-dire que tout l'aspect scientifique n'était pas assez détaillé et ils nous ont mis en relation avec Alan de chez NCCM pour nous aider à mieux compléter le formulaire, ce qui était un très, très gros coup de pouce. Alors, Prompt a été là du début à la fin, autant nous accompagner du côté de l'idée, la façon de formuler l'idée, la façon de compléter le formulaire, évidemment, en relation avec notre CFO, le comptable, qui a retenu toute la partie financière, ce qui était un gros plus, là, évidemment, pour bien quantifier les choses. Comme je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prompt a été d'un soutien incroyable. Bien, je suis contente de t'entendre parler de ça, Samuel, parce que dans le fond, ce que je veux essayer de transporter comme message, c'est que dans le contexte actuel en cybersécurité, où ce que l'objectif ultime du programme, c'est vraiment de participer au démarrage de l'industrie que depuis un an, là, évidemment, même le commun des mortels a vraiment mieux compris. Puis en période de COVID, télétravail, on a absolument besoin d'être plus fort au Québec en cybersécurité et aussi on a les ressources au Québec pour pouvoir cheminer et puis en faire une industrie forte. Et donc, dans ce contexte-là, où on est dans les balbutiements, bien, le programme n'est pas là pour, on dirait, il ne faut pas tant le voir comme un concours. Il faut plutôt le voir comme un aide, un accompagnement pour faire sortir les bons projets qui vont vraiment atteindre les objectifs qui sont de l'innovation avec un potentiel de commercialisation, de l'innovation. On veut l'appliquer et puis de façon collaborative, il faut qu'elle soit le plus complète possible. Donc, c'est dans cet esprit-là que le programme actuellement est géré par Prompt. Ça fait partie de son ADN d'y aller dans ce principe-là. Et donc, je suis contente que tu dises bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Puis c'est aussi dans cet esprit-là que les évaluations sont faites par les experts. Ils donnent des recommandations qui sont toujours transmises à la lettre à ceux qui déposent. Et puis donc, maintenant que tu nous as parlé de ce que tu avais apprécié, tu as participé à l'expérience, quelles seraient tes recommandations? Oui, de demander de l'aide, mais tu sais, en termes de charge de travail, de niveau de détail d'informations à fournir, tu sais, on va parler des critères un peu plus loin dans le webinaire, mais qu'est-ce que pour toi que tu te rappelles le plus de sur quoi focusser selon toi, advenant que tu recommencerais depuis le début du processus? Bien, en fait, dès le départ, on m'avait dit que la charge de travail était non négligeable. Donc, ça a été une belle recommandation qui m'avait été faite. Puis, justement, là, je l'ai réalisé que c'est pas tant de répondre aux formulaires, mais les formulaires vont vous amener à poser des questions. Donc, les détails au niveau du projet, de ce que ça amène en termes de plus-value pour l'entreprise et pour l'industrie, bien, c'est ce que le programme veut amener. Alors, ça, vous allez vous en rendre compte là, en commençant à décrire c'est quoi vraiment l'innovation que vous allez apporter, c'est quoi le gain au niveau de la communauté. Alors, vous allez voir que si c'est pas clair, si ça n'amène pas tant que ça, bien, vous allez avoir des difficultés à le décrire suffisamment. Donc, il faut prendre le temps de bien répondre, ça c'est ça. Et je dirais une erreur que nous, on avait fait, c'était de regarder les cases, puis de dire, bon, OK, on va remplir les cases, puis les cases avaient un certain nombre de lignes. Les lignes sont extensibles. Il n'y avait pas nécessairement de limite à certaines sections, donc on s'était limité à summariser. Puis finalement, il fallait ajouter du détail. Comme premier retour, ça a été non, décrivez davantage de détails. Donc, le détail sur votre projet, les étapes. C'est quoi les incertitudes? C'est quoi les objectifs attendus? À quoi va servir justement cet investissement-là? Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont dépenser ou vont amener des sous sur la table. Donc, voilà comme un investisseur qui veut être certain qu'il va avoir un retour, qu'il va avoir du travail qui va avoir été fait, qu'il va avoir de la recherche, de l'innovation, que ça va amener l'entreprise à une étape supérieure à où est-ce qu'elle est actuellement.
Et l'autre aspect, c'est tout l'aspect comptable. Bon, nous, dès le départ, ça veut dire de mettre en lien le programme avec notre CFO, notre comptable. Donc, c'est ce qu'on a fait, puis ça nous a aidé parce que, pour ma part, l'aspect chiffre à ce niveau-là, ça me dépassait un petit peu. Donc, ça a été bénéfique de mettre en comptable la contribution tout au long du projet. C'est des grandes recommandations que je dirais. Aussi, ne pas sous-estimer l'impact, puis même la plus-value que peut avoir les liens avec les partenaires. Oui, il y a des bons pointages qui sont donnés à ça, mais aussi il y a des possibilités de faire des alliances entre différentes entreprises. Donc, ne pas négliger ça, établir des bons liens avec la communauté universitaire scientifique. Nous, ce n'était pas dans notre naturel, puis plus qu'on se rapproche des communautés universitaires scientifiques, eh bien, plus on apprécie ce que ça peut nous amener. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important à considérer. Puis aussi de regarder au sens large, qu'est-ce que vous allez apporter à la communauté de la cybersécurité. Il y a de la place. Il faut créer un Québec plus fort en cybersécurité. Puis, vraiment, il y a une belle place à prendre, vraiment là pour ça. Donc, j'encourage toutes les entreprises, même celles qui ont un petit doute. Allez-y, tentez l'expérience, puis vous ne regretterez pas du tout. Hey, parfait. Merci beaucoup, Samuel, pour ton témoignage. Je pense que ça va être bénéfique aux gens sur la ligne. Merci encore. On continue. Merci. Justement, j'ai un gros projet à monter. C'est bon, continue. Merci. Bon, bien, je vais juste revenir sur un point que Samuel, quand même, a dit. Entre autres, il a parlé de remplir le formulaire. Nous autres, ce qu'on veut, c'est sauver du temps à tout le monde. Puis avant de remplir le formulaire, vous allez pouvoir voir sur notre site Internet qu'on va vous donner à la fin du webinaire. On a instauré un processus qu'on appelle le mini-PIC qui nous permet de pouvoir, c'est un one-pager Excel qui nous permet tous ensemble, tous les collaborateurs sur le projet, de pouvoir brainstormer, comme j'utilise un terme anglophone, mais réfléchir, dans le fond, à tous les ingrédients de la fameuse recette, les critères qui va faire en sorte que le projet va, oui, répondre aux critères, mais en même temps, le bonifier, le rendre à meilleure valeur ajoutée pour l'écosystème, pour sa performance et son impact. Et donc, ce one-pager-là de réflexion permet en même temps de se dire, c'est plus comme ça permet d'avoir un bon outil de gate, go, no go, pour ensuite passer à l'étape suivante, là, qui est vraiment la rédaction du formulaire. Vous allez pouvoir retrouver ça sur notre site Internet également. Donc, je t'invite, Nicolas, à passer à la prochaine diapositive. Samuel de Fortica en a fait mention. Il y a eu la chance à travers le processus de pouvoir bénéficier, de voir la valeur de tous les acteurs qui se sont alliés, qui ont allié leurs forces pour travailler sur ce programme-là. Évidemment, Nicolas en a parlé, Québec, qui a lancé l'initiative en signant cette convention-là avec PROM, qui est fiduciaire et qui s'occupe de sa gestion. INSECEM sont des très proches collaborateurs dans le programme. L'organisme qui est situé à Gatineau, mais qui œuvre partout au Québec et même nationalement, puisque c'est eux qui sont en charge de la grappe industrielle nationale en cybersécurité. Dans le fond, ont 3 axes d'intervention qui sont quand même très proches, qui ont un lien très proche avec les objectifs du programme, qui sont de soutenir l'innovation grâce à des services d'accompagnement en cybersécurité. Ils ont évidemment à cœur la sécurité, donc accroître la cyberrésilience des organisations essentielles au Québec en animant des tables sectorielles en cybersécurité. Puis, un troisième axe qui est très important et qui a un lien avec les critères du programme, c'est le marché. Ils veulent protéger les organisations en créant des ponts entre l'offre et la demande en cybersécurité. Puis d'ailleurs, un des objectifs du programme, c'est de créer des chaînes d'approvisionnement. Donc, ils collaborent beaucoup puis ils contribuent beaucoup dans ce sens-là au niveau de ces critères-là du programme à remplir.
il y a CyberEco, qu'on va voir aussi dans la prochaine diapositive, là, où ce qu'il se situe au niveau des acteurs qui se mobilisent, qui accompagnent les grandes entreprises, dans le fond, au cœur du programme. Donc, voilà notre fameux dessin qui a commencé là, sur une table à dessin au début du programme, puis qui a continué à cheminer, puis qui continue à se multiplier en termes d'acteurs. C'est vraiment le fun. Donc, au centre, on voit, bon, le programme d'innovation, c'est un des centres parmi tant d'autres, là, mais dans le fond, qui contribue à rallier tous ces acteurs-là ensemble. Prompt, en tant que tel, comme tel, son rôle, c'est d'être fiduciaire du programme. Donc, il travaille en même temps à créer du maillage à travers ces acteurs-là, à travers les critères du programme. Un autre rôle aussi qu'on a, c'est de discuter avec les instances gouvernementales pour leur faire comprendre le pouls de ce qu'on ressent sur le terrain à travers nos rapports, nos redditions de comptes, les divers échanges qu'on a avec eux. Un autre rôle qu'on joue aussi, c'est qu'on est très proche de l'actualité en cybersécurité à cause des plusieurs acteurs, dans le fond, qu'on fait affaire avec eux. Bien, aussitôt qu'on a de l'actualité, on voit qui pourrait être en lien avec nos partenaires, nos membres, bien, on les appelle plus des partenaires dans le cadre du programme, bien, on relie l'information, là. Ça fait partie de notre rôle. Ensuite, à gauche, vous pouvez voir, dans le fond, toutes les PME. C'est un programme, là, actuellement, là, qui comprend peut-être 5-6 grandes entreprises, puis tout le reste, c'est des PME, là. Donc, c'est très, très PME. Et même, je vous dirais, on s'enligne vers la petite entreprise actuellement. Donc, ça demande encore plus d'accompagnement. Pour s'assurer, surtout en période de COVID, d'incertitude, de la réalisation des projets. Les PME, leur rôle, ben écoute, c'est l'innovation qui en ressort. C'est époustouflant comment on les voit aussi, le potentiel de croissance rapide qu'ils peuvent avoir actuellement dans ce virage de transfert numérique-là, en plein cœur du télétravail à grande échelle. Donc, ils ont un rôle très important à ce niveau-là. Puis les grandes entreprises sont très intéressées par leurs innovations qui, eux, ont un rôle de cyberdéfenseurs. Les grands donneurs d'ordre, c'est souvent eux qui ont plus les capitaux, les investissements, qui ont un gros pool aussi de talents et ils peuvent aider à former beaucoup de main-d'œuvre en même temps. Donc, ils ont un rôle à jouer pour propulser ces innovations-là à travers leur propre business de sécurité comme tel, de protection des données des citoyens. Mais aussi en jouant un rôle souvent de client bêta pour pouvoir ensuite que ces innovations-là puissent être commercialisées à nouveau par d'autres grandes entreprises ou d'autres PME. On a aussi des collaborateurs qui nous aident au niveau de la création d'entreprises. Silex à Gatineau, Le Camp à Québec, V1 Studio à Montréal. Et on a aussi, évidemment, tout un pool d'universités qui actuellement, là, je pense qu'il faudrait, comme, dans le fond, note à nous-mêmes, Nicolas, on devrait mettre à jour notre dessin puisque maintenant, on est rendu, pas juste Polytechnique, Concordia, ETS, McGill, Université Laval, Sherbrooke. Je pense que peut-être que j'en saute, mais ils font tous partie actuellement des projets jusqu'au lot numéro 3 qui contribuent à travers une certaine collaboration académique, une partie des fois du projet, mais qui est non moins importante pour s'assurer de la bonne application, d'avoir accès à des talents de recherche pour s'assurer de bien pousser l'innovation afin qu'elle s'applique correctement aussi, dans le fond, rendue au niveau industriel. MITAC, à ne pas oublier, d'ailleurs, on va en parler, je ne sais pas si... Ouais, c'est la prochaine slide, exactement. Ils font vraiment partie... ils font vraiment partie actuellement là, de plusieurs de nos projets. Leur objectif, c'est de connecter le domaine postsecondaire. Donc, on a affaire collégiale, bac maîtrise, doctorat,
avec des projets en collaboration avec l'industrie via des stages de 4 à 6 mois d'une valeur de 15 000 il y a possibilité d'aller en chercher plus qu'un. Et puis, ben, d'ailleurs, à cet effet-là, on a chez nous, chez Prompt, une spécialiste MITAC qui travaille chez Prompt et chez MITAC et donc qui aide encore plus à s'assurer que le processus se fasse rapidement, soit efficace pour trouver les bonnes personnes dans les universités ou dans les collèges, le bac, puis qui répond aux besoins d'expertise des projets industriels. Sourrour, dans le fond, vous pouvez voir dans le clavardage, c'est coordonnées. Et puis, est vraiment super elle a créé plein de belles opportunités, plein de liens collaboratifs. Ce que ça permet actuellement, c'est que l'entreprise met 7 500 et puis le MITAC accote à 7 500. Actuellement, il vient juste d'avoir une nouvelle annonce qui vient tout juste de sortir là, de la part du MEI, comme quoi qu'il y a même possibilité de bonifier l'offre du MEI à 75 % au lieu de 50 % moyennant certaines conditions pour des PME. Donc, vraiment, vraiment un beau programme à connaître et puis il continue à se faire connaître à travers le programme du PIC qui contient un critère de collaboration académique, entre autres. Prochaine slide, Nicolas. Les voici les fameux objectifs stratégiques, dans le fond, du programme d'innovation en cybersécurité du Québec. 1, propulser l'innovation, stimuler l'économie du Québec en créant une véritable industrie et aider l'écosystème en cybersécurité en encourageant des gestes stratégiques. Dans le fond, Nicolas en a fait part un peu plus tôt au début du webinaire. C'est un programme qui ratisse très large, donc qui cherche à encourager autant l'innovation que les retombées économiques. Les critères de sélection bien précis sur lesquels les évaluateurs ont à se prononcer sont à droite là, de la diapositive. Je vais les passer un petit peu plus en détail après, mais dans le fond, c'est très large. Là. Puis, je comprends qu'un seul et même projet, peut-être qu'il ne cotera pas sur tous les critères, puisqu'ils sont extrêmement larges, mais l'objectif, c'est de faire le mieux possible dans chacun. La grille d'évaluation, elle a 135 points et le but, c'est essayer d'aller chercher 60 sur 135 points. Donc, il y a 35 points bonus qui permettaient de pouvoir laisser une chance à ceux qui étaient peut-être plus forts aussi dans certains domaines, mais on essaye. Actuellement, je vous dis, tous nos projets ont quand même essayé d'effleurer tous les critères. Comment? À travers la fameuse accompagnement et collaboration et c'est ça qu'on est avec le mini-pic que je vous parlais tantôt, on essaye le plus possible de bonifier chacun des critères, de penser comment le projet pourrait toujours essayer de faire mieux avec le maximum, le minimum d'investissement dollars possible. Donc, passons à travers les critères, justement. L'innovation, c'est quoi? C'est d'investir en R&D, des innovations technologiques. Juste ce critère-là, c'est 10 points. Dans le fond, c'est quoi les dépenses qu'on va considérer comme admissibles à la R&D? C'est ceux qui se qualifieraient au programme de recherche et développement. Et je tiens à mentionner que tous les projets de développement de programmes de formation en cybersécurité ne sont pas admissibles au programme, même si c'est comme sous la forme d'une plateforme technologique. On a dû recentrer ces projets-là vers d'autres programmes existants. Mais ça, c'est un des cheminements qu'on a fait par rapport à ce type de projet-là. Prochaine slide. Dans le fond, on parle du critère de propulser l'innovation à l'aide de la création de nouveaux produits, services, solutions, procédés. Ça va de soi. Là. À chaque fois qu'il y a un projet, il y a nécessairement un nouveau produit, service, solution qui se crée. Mais le ministère voulait juste s'assurer, dans le fond, qu'il y ait un minimum de produits et de solutions qui sortent avec leur investissement de 17 millions. Prochaine slide, l'implication du milieu académique.
Dans le fond, ça, on en a beaucoup parlé. MITAC, encore là, 10 points. Les ententes avec des chercheurs universitaires, embauche d'étudiants, travailler sur les défis du projet industriel. Celui-là vaut 10 points. Ensuite, la création d'emplois de l'économie du savoir. En période COVID, là, le programme, ben, on comprend qu'avec toutes les pertes d'emplois, le taux de chômage qui est rendu à 18 ben, nous autres, on est super fiers de pouvoir contribuer à créer des emplois du savoir à travers ce programme-là. C'est quoi un emploi selon les KPI, là, c'est quoi la définition? C'est un poste équivalent temps plein calculé sur la durée du projet. Donc, un ETP sur une base annuelle correspond, dans le fond, dans nos KPI à nous, à 3 emplois. Et puis, ben, ça va continuer d'être comptabilisé à travers les redditions de comptes. Stimuler l'économie, commercialiser l'innovation. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec ce programme-là, c'est pas juste de générer l'innovation, mais de s'assurer qu'elle va avoir des retombées économiques par sa commercialisation, on espère, au Québec. Le gouvernement, actuellement, est très ouvert aussi, dans le fond, à cause du virage numérique qui doit accélérer encore plus en période COVID. Dans le fond, il va falloir qu'il se grêle encore plus dans le fond, de cybersécurité, donc commercialisation au niveau public aussi, à l'international ou du côté des Américains. On le sait, on le voit, là, les Américains aussi sont très preneurs et fervents de ce qui est créé actuellement au Québec. Je tiens à mentionner qu'il faut que la propriété intellectuelle de l'innovation soit détenue par une entreprise ayant un établissement actif au Québec. Retombées économiques, ça passe par toutes sortes de façons, dans le fond, exportation, tout ce que vous pouvez décrire comme retombées économiques, ça donne aussi 5 points supplémentaires dans la grille. Stimuler les chaînes d'approvisionnement, partenariat GE. Justement, il y a Alan Bernardi qui vient de INSEChem. Alan, est-ce que tu es sur la ligne? Fais juste me faire, si jamais tu es capable de te démuter. Je n'ai pas l'impression. Elle n'est pas là. Non? OK, parfait. Bon, mais justement, parce que je voulais... Alan, c'est un des je pensais qu'il m'avait dit qu'il était rendu, mais dans le fond, c'est un des acteurs d'INSEChem qui nous aide beaucoup justement à créer des partenariats entre les grandes entreprises. Et puis... parce que ça fait partie, structurer des chaînes d'approvisionnement, ça fait partie des critères très critiques et qui ne sont pas toujours faciles à réaliser dans le programme. L'idée, c'est de mettre ensemble des compagnies, des clients bêta avec des gens qui auraient des innovations qui pourraient, dans le fond, les soutenir dans leur cybersécurité. Aussi, des fois, il y a des innovations qui, ensemble, connectées ensemble, permettent d'avoir un meilleur impact et de répondre encore mieux aux besoins sur le marché. C'est exactement un des rôles. Ils sont rendus maintenant à plus de 70 membres et dans le fond, ils nous aident à concrétiser aussi ces liens-là de partenariat. Fait que structurer des chaînes d'approvisionnement, ben, c'est pas juste des partenariats au niveau des innovations, ça peut être aussi juste s'assurer dans votre projet que vous faites affaire avec des fournisseurs québécois, que ça soit dans un contexte plus indirect de votre projet, vous avez besoin de données ou tu sais, tout ce qui peut être propice à prendre la subvention du MEI et à s'assurer de l'étendre le plus possible pour qu'elle ait des retombées économiques au Québec et créer des relations d'affaires durables entre fournisseurs québécois. Résoudre des problématiques communes, la cyber-résilience, évidemment, des entreprises et des citoyens, la formation de main-d'œuvre spécialisée, on le sait, on le voit, dans le fond, on le sent, là, la cybersécurité, malgré le COVID, est clairement un secteur industriel actuellement qui roule. Il y a probablement il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont perdu des emplois et qui vont devoir être reformées dans des secteurs industriels qui roulent. Ben, toute forme dans les projets de formation de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de la cybersécurité va être encouragée
par le pointage. La sensibilisation des humains aux menaces, toute forme c'est toutes des façons de résoudre des problématiques communes dans le monde de la cybersécurité. Je te cède la parole, Nicolas. Oui, alors très rapidement, je pense qu'on a beaucoup abordé ce sujet, mais pourquoi participer? Cet accès à la subvention, c'est l'accès à l'écosystème. En fait, c'est tout le maillage qui vient avec ça. Et il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est vraiment la visibilité qui vient avec le programme, c'est-à-dire que des fois, Prompt met de l'avant certaines entreprises pour présenter devant la chambre de commerce, avec des webinaires, pour justement expliquer aux autres entreprises. Et puis, c'est toute cette partie de mettre de l'avant les innovations qui sont financées, dont vous mettez en avant votre entreprise. Et la deuxième partie, et pour moi c'est la plus importante, c'est l'accès aux services d'accompagnement. On en a beaucoup parlé avec INSECEM notamment, mais c'est surtout notre objectif dans ce programme-là, c'est de voir de beaux projets se concrétiser. Donc, un peu à la manière d'un incubateur, mais beaucoup plus avancé parce que nos cœurs de métier, c'est vraiment en tant que fiduciaire de voir les projets aboutir, mais on va mettre en sorte les ressources nécessaires pour être sûr que le projet a un impact et de la valeur dans l'écosystème. Et pour ça, on vous apporte des ressources et on met toutes les ressources en commun pour être sûr que des projets stratégiques soient créés. Pour qu'en bout de ligne, on ait des belles innovations québécoises qui soient proposées sur le marché pour le reste du Canada et aussi au niveau international. Donc c'est toute cette dynamique qui est à prendre en compte dans tout ce travail de l'écosystème qu'il faut voir au travers de l'accès à la subvention. Et dans le fond, la grille de sélection qui est mise en place pour justement à ce que les projets passent de l'avant dans le comité de sélection, prend en compte cette dynamique-là, c'est-à-dire que les projets il y a 35 points bonus à aller chercher, donc les projets sont notés sur 100, et ces 35 points, ils prennent justement en compte les gestes stratégiques qui sont mis de l'avant dans le projet. Il y en a quelques exemples, ça serait quels sont dans le projet, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un bassin de main-d'œuvre qualifié qui est créé au travers du projet? Est-ce que le projet va favoriser la création de start-up? Est-ce que le projet favorise justement la collaboration entre différents acteurs? Bref, c'est toute cette dynamique-là qui est évaluée et qui est mise avant dans le projet pour être mise en avant dans le processus du comité de sélection. En bref, on essaye vraiment de cibler les forces de l'écosystème dans la structure même du projet avant qu'il soit transmis dans le comité de sélection de projet. D'ailleurs, on peut brièvement voir un peu le processus du traitement des demandes. Donc, si vous avez une demande, c'est un processus qui est continu, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble avec Prompt et parfois nos partenaires pour justement s'assurer de ficeler une demande qui a du sens pour tous, c'est-à-dire pour vous s'adapter à vos modèles d'affaires et pour l'écosystème et que l'ensemble s'abrique bien pour qu'on ait un beau travail à présenter aux sélections, au comité de sélection. Donc en fait, le comité de sélection est composé d'experts qui évaluent les projets individuellement. Ces experts sont des représentants du milieu académique, de grandes entreprises, de PME, et évidemment un représentant du gouvernement pour s'assurer que le processus soit en place. C'est un processus qui marche bien. On a des évaluateurs qui reviennent, qui apprécient beaucoup leurs expériences. Et d'ailleurs, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on est vraiment dans un mode d'entraide, c'est-à-dire que les évaluateurs vont écrire des recommandations et des conseils pour accompagner l'entreprise dans la réalisation de son projet pour être sûr que ça marche et qu'on ait de la valeur pour l'écosystème. Ensuite de ça, on passe ce comité de sélection-là, une fois qu'on a une demande bien ficelée. La dernière étape, une fois qu'on a passé ce comité de sélection, c'est vraiment la validation par le comité d'administration de Prompt. C'est vraiment la dernière validation, mais plus à un niveau global, au niveau de vraiment de Prompt pour s'assurer que tous les processus administratifs ont été respectés. Il rentre un peu moins dans le cœur du projet que le comité de sélection, mais c'est la dernière validation à prendre en compte. Ce processus-là met environ entre 2 et 3 mois entre l'écriture de la demande et sa soumission finale
et l'envoi de la lettre d'approbation officielle une fois qu'on a obtenu la validation du CA du côté de Prompt. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est, oui, un processus rapide, mais les dépenses sont admissibles à partir du moment où on envoie la demande pour soumission au comité de sélection, donc dès que la demande est filiale. C'est-à-dire que si vous envoyez une demande le 17 juin et que vous pressez le piton soumettre la demande pour un envoi et que vous signez l'entente 3 mois plus tard, eh bien les dépenses deviennent admissibles à partir du moment où vous envoyez la demande, donc le 17 juin. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. C'est sûr que nous autres, on vous en a préparé plusieurs, mais aussi, sachez qu'on va vous transmettre toute cette information-là à la fin du webinaire là, avec vos coordonnées. Donc, je vous invite à nous les poser sur la ligne là, directement en vous enlevant en prenant le microphone. Là. On n'est pas un petit groupe, là. Tiens, Amélie, justement, il y a Alan qui vient de se joindre. Bien d'Alan, oui. Alan a réussi à se joindre à nous. Alan? Bonjour, Régis Desmeules, j'ai une question pour vous. Bonjour, Régis. Oui, allez-y avec votre question. Oui, ben en fait j'en ai deux, si vous ne voyez pas d'objection. Dans le projet qu'on dépose, on doit avoir des partenaires. Donc, qu'est-ce que vous exigez là, comme preuve de partenariat, par exemple? Une lettre d'appui. Lettre d'appui, OK. En fait, ça va être bien important qu'on souligne, il y a deux choses dans le programme. Il y a un partenaire dans laquelle, là, c'est vous signez ensemble. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de lettre. Si vous choisissez l'option partenaire, signer ensemble, ça veut dire que chacun va recevoir une partie de la contribution. Mais vous pourriez y aller avec une entreprise qui signe et avec des collaborateurs. Un collaborateur, la différence, c'est que c'est une personne que vous avez des objectifs communs, vous voulez travailler ensemble, soit sous la forme, des fois, tu sais, de bénévolat, là, dans le sens où ce que vous travaillez parce que vous êtes ensemble pour atteindre des objectifs communs, mais tu sais, de travail. Ou des fois, ça peut être sous forme de sous-traitance. Mais là, c'est considéré comme une collaboration. Si c'est sous-traitance, ça va faire partie du budget. Mais il faut faire la différence entre une collaboration et un partenariat, mais les deux cotent pareil au niveau des critères d'évaluation. C'est juste qu'il y en a un, c'est plus administratif. Le partenariat, c'est que les deux cherchent à avoir une partie de la subvention. OK, OK. Puis, dans ce cas-là, là, par exemple, où est-ce qu'il y aurait, par exemple, un partenaire qui, lui, est, je vais appeler ça le lead, là, le lead du projet, exact, avec des collaborateurs. Les réclamations, là, je vais appeler ça comme ça, les réclamations, là, donc après le dépôt des rapports, est-ce qu'il y en a seulement qu'une qui est faite pour l'ensemble des collaborateurs ou chaque collaborateur doit faire sa réclamation individuellement? OK. Advenant que, bien, c'est sûr, c'est des comptes de banque différents. OK? Fait que, dans le fond, oui, là, c'est aussi sous forme de présentation de dépenses. Fait que la réclamation comme telle, c'est vraiment pas, c'est un fichier Excel où, dans le fond, on liste ses dépenses, puis chaque entreprise liste ses dépenses, puis prouve le lien avec le projet. Là où, fait que ça se fait séparément parce que, dans le fond, aussi, l'argent s'en va à des acteurs différents. Mais la reddition de compte se fait ensemble, par contre. OK. Parce que, par exemple, imaginons que mon entreprise a un collaborateur qui est une université. L'université aura à faire sa réclamation. L'université comme telle n'est pas admissible. C'est vraiment un programme qui donne des subventions à des entreprises. L'université comme telle, comme collaboration, est là pour un KPI, pour rajouter en termes au niveau de l'évaluation, c'est un check. OK, vous avez fait une collaboration universitaire. Mais comme tel, le programme s'adresse uniquement à des entreprises à but lucratif, à une exception près, qui ont réussi à se faire entrer au moment de la signature de la convention, qui est la ville de Gatineau. Mais sinon, c'est vraiment fait pour un programme pour subventionner l'industriel, pour de la collaboration industrielle, mais aussi avec l'académique. Il y a d'autres programmes chez Prom
qui subventionne l'académique vraiment directement. Parfait. D'ailleurs, le PSO en fait partie. C'est un de nos programmes, programme de soutien aux organismes. C'est plus orienté académique qu'entreprise. Oui. Parfait. Merci. Ça répond bien à mes questions. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Hélène, je vois Hélène Fortier a une question. Allez-y, Hélène. Oui, merci. Je voulais savoir, ben c'est ça, là, je viens d'apprendre que c'est ça, qu'il y avait des programmes qui finançaient les entreprises au niveau provincial. En tout cas, je l'apprends. Mais c'est ça, je voulais savoir, dans tous vos projets, est-ce qu'il y en a où les entreprises font des partenariats avec chercheurs et vont aussi jumeler financement avec le CRSNG ou c'est Oui. à l'autre partie de Prompt? Oui, on en a beaucoup de projets, en fait, qui dans le fond, le PIC, c'est ça vient financer 25 puis on peut aller jusqu'à une contribution publique de 50 dans le montage financier. Okay. Donc, il reste un 25 qui peut être allé chercher ailleurs en termes de financement public. Là, je vous dirais, si mettons un pari, bien là, souvent, un pari, ça vaut plus la peine de prendre pari au complet. Fait que ça dépend du type ouais, exactement. Non, là, c'est ça parce que vous n'en parliez pas. Il faut faire attention, 2 MEI ne sont pas possibles non plus. Tu sais, on peut pas dans l'autre 25 on ne peut pas utiliser, mettons, Québec Innove comme subvention supplémentaire publique pour aller chercher l'autre 25 parce que dans le même projet, le MEI ne peut pas subventionner 2 fois. Ouais. Québec Innove peut donner du financement? Ben, actuellement, il est ouvert. Le programme Innovation du MEI. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Mais pour être clair. Non, c'est ça, c'est parce que je ne voyais pas nulle part le CRSNG mentionné. Je sais que Prompt, on est un très, très grand partenaire dans tous les autres projets. On n'entend pas beaucoup parler non plus de cybersécurité au niveau du CRSNG. C'est pour ça que je suis un peu ici ce matin. Ah, OK. Et, je voulais savoir, ben c'est ça, comment est-ce qu'on pouvait, il y avait de quoi à faire pour bonifier. Ça, dépendant des situations, il va y avoir des programmes qui vont être plus avantageux. Le pari, normalement, le problème, c'est que les financements est écoulé assez rapidement dans l'année. Donc, après ça, ben, les entreprises et les chercheurs cherchent d'autres sources de financement parce que pour ces raisons-là. Donc voilà, c'était juste mon intervention ce matin pour pouvoir finalement contribuer un peu plus en cybersécurité parce que, comme je vous dis, on n'en entend pas beaucoup parler de notre côté. Dans le fond, il y a Pascal Lamy qui est très au courant on a une belle collaboration avec lui d'innovation au fédéral. Ce serait peut-être intéressant qu'on vous mette en contact avec lui. Pascal Lamy. OK, je ne le connais pas du tout. On va faire ça après. OK, parfait, merci. OK. Donc, dans le PowerPoint que vous allez recevoir par courriel, on vous laisse, il est 11 heures, mais vous allez avoir toutes les réponses à des questions genre standards qu'on se fait souvent poser. On peut-tu écrire en anglais, en français? Toutes sortes de questions. Quand est-ce que les dépenses commencent à être admissibles? Comment se fait la reddition de compte? Bref, vous pourrez en prendre connaissance bien calmement dans votre maison. Alors, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui.